Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Je vois que vous êtes déjà quelques-uns dans le chat pour ce deuxième apéro ciné. Euh, je suis ravi de tous vous accueillir. Salut XP, salut Gray. Euh, voilà, ouais, on commence un peu sur les chapeaux de roue avec ce nom. Hein. Je vois, et vous êtes déjà à fond dans le chat. Bonjour à... Ouais, ouais, sur les chapeaux de roue, c'est quitte à être dans les métaphores un peu bizarres, évidemment, on ne rentrera pas là-dedans, même si on parlera un peu voiture tout à l'heure dans la news, vous verrez. Ce soir, un live consacré à une actrice atypique, à la trajectoire unique, Grace Kelly, voilà, à la fois actrice, avec une courte carrière mais intense, c'est une histoire de princesse comme on lui connaît. Pour parler de cette actrice, je reçois un passionné, si je puis dire, Spike, cofondateur du site Les Réfracteurs. Comment ça va? Avec toi, surtout autour de Grace Kelly, parce que c'est un petit peu grâce à toi que j'y suis retourné. Donc c'est un double plaisir, et puis je suis très content de voir tous ces jolis noms sur le chat, des gens que j'aime bien. Du coup, je propose, sans plus attendre, qu'on passe déjà à la première rubrique, à ce questionnaire de l'auteur de Sodome et Gomorre. Tiens, on va faire ça suite aux soucis techniques de la semaine dernière. Je ne préfère pas parler de cet auteur. Voilà, et on parle de lui et ça saccade. Est-ce que vous nous... Hop là. Je crois que tu saccades un peu, Oui, Toine. c'est moi qui saccade. Est-ce que vous m'entendez, le chat? C'était... normalement, c'est reparti d'après les infos réseau que j'ai, mais c'était mon réseau internet qui souhaitait nous dire bonsoir. Les hackers du Danemark sont encore là. Voilà, c'est ça. Il nous a jeté l'œil, Thomas, la semaine dernière. C'est ça. Hop là. Bon, euh, commençons ce questionnaire, si tu veux bien, Spike. Je voulais savoir quelle était ton entrée en cinéphilie. Alors, j'avoue que je me suis pas mal creusé la tête parce que, aussi loin que je me rappelle, depuis tout gosse, je regarde des films et j'en bouffe à la pelle, quoi. Je me rappelle très bien, avant d'aller à l'école, regarder Y a-t-il un pilote dans l'avion en VHS. Mais je dirais que le film qui m'a vraiment fait prendre conscience que le cinéma, ça pouvait aller plus loin que l'écran, ça pouvait transcender les choses, c'est Orange Mécanique. Ça a vraiment été un choc à l'époque. Je pensais pas voir. Je l'ai vu très jeune, peut-être un peu trop. J'ai pas tout compris tout de suite, mais j'ai tout de suite compris qu'il y avait de la densité dans le film et qu'il y avait, ça dépassait vraiment le 7e art, quoi. Belle entrée, si je puis dire, Kubrick. C'est Ah intéressant. oui, à la fin. Il y a de quoi être passionné derrière, ouais, c'est sûr. Deuxième question qui va assurément mettre le chat en fusion, c'est quel est ton classique ennuyeux? Ah, alors ça, c'était la question piège parce que j'ai du mal à aimer un film ennuyeux. J'ai quand même casé Underground de Emir Kusturica. Moi, je le trouve pas ennuyeux personnellement, mais j'arrive à comprendre, vu que c'est un récit au long cours qui couvre des dizaines et des dizaines d'années, j'arrive à comprendre qu'on puisse être braqué devant Underground, même si franchement, je le recommande à tout le monde. C'est une vraie folie visuelle, ce film, et c'est d'une vraie intelligence. Ah, j'en profite pour dire bonjour à Arline, tu me diras, qui est dans le chat avec nous. Et oui, en effet, encore du Kubrick pour l'entrée en cinéphilie, bien joué. J'aimerais savoir quel est ton grand film incompris. J'ai dû encore couper, excusez-moi. Est-ce que tu m'entends, Spike? Alors là, je t'ai trouvé une rareté. J'ai sorti Symbole. C'est un film japonais de Hitoshi Matsumoto. Je pense qu'en France, on est peut-être 20 à en avoir entendu parler. Enfin, j'exagère.
C'est un truc complètement barré. C'est un mec qui se réveille dans une pièce toute grise. Et en fait, sur les murs, il y a des statues d'angelots. Tu vois. Et dès qu'il appuie sur les statues, il y a un objet complètement hasardeux qui sort d'un des murs et qui en général ne l'aide pas du tout à s'échapper, qui est juste là pour inviter à une avalanche de gags. C'est vraiment une comédie où l'humour est très schématisé. On est au sens premier de l'humour, on s'embarrasse pas avec une histoire, c'est du gag pour le gag, et je trouve ça quand même vraiment efficace. J'espère que tu auras réussi à donner envie au chat de voir ce film. En tout cas, moi, c'est le cas. Ah, J'ai envie de m'y plonger là avec le résumé que tu nous fais. Je voulais savoir quel était ton plaisir coupable, Spike. alors, les Marvel. Je sais que dans le milieu des cinéphiles, on a parfois du mal, on est un peu frileux avec les Marvel, et franchement, moi, je j'ai pas envie de bouder mon plaisir. Je suis capable d'aimer autant Fellini que un bon Marvel quand j'en ai envie. Donc je l'assume. J'aime mes petits films de super-héros, même quand ils volent pas très haut, ça me fait toujours plaisir, c'est efficace. Je sens que tu vas mettre un peu le chat en fusion avec cette histoire. Ah, moi je l'assume, hein. Ah Après, bah, vous pouvez me jeter des cailloux, il n'y a pas de problème, hein. Je les esquiverai avec plaisir. écoute, ah, ah bah, un bon Marvel, ça n'existerait pas. Un Ah beau oui, oui. Marvel n'existe pas. T'as un exemple à nous Un donner de Marvel bons films parfait. Marvel? Ah, je vais me faire cracher dessus. J'ai bien aimé Captain America 2, hein. Je suis désolé, c'est les frères Russo, mais j'ai adhéré, quoi, hein. Euh, Mais je pense comme Arline, il y a un risque d'overdose en fait. Ouais, ça, je suis assez d'accord. Il y en a beaucoup, il y en a souvent, il y en a trop. Mais je sais pas. Pour moi, c'est comme un rituel en fait. Je sais que quand il va sortir, je vais payer mon ticket de cinéma, je vais en prendre plein la gueule. Et puis voilà, c'est du cinéma qu'on consomme plus qu'on ne le vit, c'est clair. Mais qui, moi, réussit toujours à me faire plaisir en fait. C'est un plaisir très primaire. Alors, on va voir si Captain America 2 fait le doublé, je ne pense pas, mais quel est le film qui t'arrache une larme? Non, c'est pas Captain America 2. C'est In the Mood for Love de Wong Kar-wai qui me fout une claque pas possible à chaque fois. En fait, ce film, il est magique parce que je mets à chialer à chaque fois que je le regarde, mais c'est jamais au même moment. Je me fais toujours surprendre. Je l'ai vu des dizaines et des dizaines de fois, et je me fais toujours surprendre par une scène dont je me rappelais plus, que je vois pas venir. Et puis Wong Kar-wai, quoi. Je suis un fou de Wong Kar-wai pardon. Et je trouve que c'est un de ses films les plus personnels, où il y a vraiment sa patte. Bref, moi en tout cas, cette belle histoire d'amour qui est In the Mood for Love, elle réussit à m'émouvoir à chaque fois. Est-ce que le chat est lui aussi ému par In the Mood for Love? Vous devriez, le chat. Hum, hum, hum. Bon, bah visiblement, pas tant que ça, hein. Ah, attends, on a Grey. Ah bah là, Grey, c'est parti. On va se bagarrer. Malheureusement, je rentre dans la bataille parce que je dois le confesser, plutôt du côté de Grey, moi. In the Mood for Love, s'il était dans Eh mon ben, questionnaire de l'auteur Marcel, dont il ne faut pas prononcer le nom de famille, ça serait plutôt le classique ennuyeux, je dois confesser. ouais, j'avoue que je m'attendais à ce genre de remarques. Et c'est vrai qu'il a un côté lancinant, voire un peu ennuyeux, qui est pas forcément digeste, en fait. C'est pas un film très digeste, c'est un film où il faut se laisser porter. Euh, et c'est vrai que voir le fond au-delà de la balade, c'est parfois difficile. Mais moi, c'est un film que j'aime, et Grey, je t'attends à la sortie de l'école, je vais te casser la figure.
Un gros combat. On espère que ça sera plus sympa que Mayweather Logan Paul l'autre nuit et avec moins de sang à la fin quand même. Mais avec autant de cartes Pokémon. Je voulais savoir, c'est quoi le film pour toi pour une soirée à plusieurs? Alors j'ai choisi La Cité de la Peur parce que quand on est plusieurs entre potes, on a beau l'avoir vu des centaines de fois, le connaître par cœur, on le récite collégialement et en fait c'est toujours un plaisir. Moi ce film il me fatigue pas, j'ai beau le connaître en long, en large et en travers. Quand je veux passer une soirée de détente à plusieurs, c'est vraiment vers ça que je vais aller, ou alors à la limite la classe américaine, mais en tout cas vers ce genre de comédie assez légère quoi. Alors, je me permets, hein, mais le chat je confirme que évidemment les gestes barrières sont respectés lors du combat, qui sera organisé en deuxième partie de soirée. Euh, et je dois dire que je ne suis on ne peut plus d'accord avec toi pour ces films, là, qui sont voilà, ces petits moments personnels. C'est vrai que c'est deux de mes comédies favorites. Et Je, ben voilà. je voulais Les grands savoir, esprits se rencontrent. l'actrice ou l'acteur qui te pousse dans les salles. Attention, au vu du sujet, ça peut être une question piège. Alors, vu que la question était au présent, j'ai choisi un acteur vivant. Donc, je ne dirais pas Grace Kelly, même si elle me pousserait volontiers au cinéma si elle est encore parmi nous. J'ai choisi DiCaprio. C'est peut-être un peu mainstream, je sais pas, mais en tout cas, moi, ses performances me plaisent. Tout son travail avec Scorsese, je trouve affolant. Un film genre Aviator, par exemple, où il est dans un vrai rôle de décomposition, on pourrait dire. Euh, il m'impressionne en tout cas. On le voit aussi, je ne sais pas si vous avez vu cette vidéo, mais on le voit dans le making-of du Loup de Wall Street, le moment où son attitude va totalement changer entre le moment avant la prise et le moment où la prise débute, et où en un quart de seconde, il change d'attitude totalement. Moi, il me fout par terre comme acteur, je dois le dire. Hmm. Et grande performance dans Aviator, hein. Ouais. Dommage que Jamie Foxx soit mis sur sa route pour l'Oscar cette année-là. Euh, il l'avait eu pourquoi Jamie Si, Foxx pour pour Ray, Ah, pour Ray, je sais pas exact. si tu l'as vu. Ouais, ouais. Moi, en tout C'est un cas, vieux. mais c'était une belle année cette année-là au niveau des acteurs. Enfin, je me souviens, j'étais repassé dessus la dernière fois, mais il y avait un sacré paquet de belles performances cette année-là. Ouais, bah, il a mis du temps à l'avoir, son Oscar, hein. On connaît tous l'histoire. Et puis bon. En plus, je trouve, si tu me permets de rajouter quelque chose, je trouve que c'est quelqu'un qui a su prendre un virage à 90 degrés dans sa carrière, qui était vraiment un acteur à minette à l'époque de Titanic, et puis qui a fait du travail sur lui, qui allait vers du cinéma qui a un peu plus de consistance et de fond. Et je trouve il réussit depuis quelques années à faire d'excellents choix dans les films qu'il accepte. Ouais, c'est vrai que on peut louer à une époque où c'est Greg qui le disait dans le chat, il n'est pas allé faire les marveleries pardon, et les suites à foison. C'est quelqu'un qui sélectionne très minutieusement ses rôles et ça dénote dans le monde actuel, dans le Hollywood actuel. Tout à fait. Question suivante, et on va revenir sur des terrains un peu plus pentus, si je puis me permettre. J'allais dire sur une route glissante, mais au vu du sujet, je vais arrêter ce genre de métaphore. Quelque chose que tu ne supportes pas au cinéma. Ah, j'ai un problème. C'est depuis environ 6 mois, je me suis rendu compte que quand il y a un plan dans une voiture et que le réalisateur veut filmer à la fois le conducteur et le passager derrière, ils ont tendance à enlever les appuis-têtes des voitures. Je sais que ce n'est qu'un détail, vous pouvez vous moquer de moi, mais dès que je le vois, ça me rend fou. Qui enlève les appuis-têtes de ces voitures? Je ne sais pas dans quel but. En tout cas, dès que je vois ça, ça me sort du film. C'est une horreur. Bon, ça m'empêche pas de dormir la nuit, mais en tout cas, les mecs qui enlèvent les appuis-têtes dans les bagnoles, je ne vous comprends pas. Et il faut préciser, c'est que point sécurité routière, les appuis-têtes c'est important.
C'est bien de faire un point Ouais. de sécurité routière. Sur un live Grace Kelly, oui, évidemment, c'est important. On va arrêter parce que c'est, euh, c'est méchant et évidemment c'est une histoire tragique. Là, je vais te poser la question fatidique, celle qui enflamme tout le monde, que tout le monde redoute. Est-ce que pour toi le streaming, c'est l'avenir du cinéma? Euh, j'ai bien aimé, je crois que c'est XP ou Gray, je sais plus lequel des deux. J'aimais bien sa réponse la semaine dernière qui disait que c'était pas l'avenir, c'était le présent. Et je suis assez d'accord. Euh, En fait, j'ai peur que ce soit l'avenir. J'ai peur qu'avec le Covid, il y ait une partie du public qui est allé au cinéma qui va se dire pourquoi je me ferais chier à y retourner, je serai chez moi, je vais manger des pop-corn à la maison sur mon canapé. Malheureusement, il y a une partie du public qui a opéré ce virage pendant les confinements et qui, enfin, si on épluche un peu les commentaires sur Internet en ce moment, on voit beaucoup de ces gens-là qui disent que de toute façon, ils prendront pas de risques pour leur santé, donc ils restent chez eux et retourneront pas au cinéma. En fait, tu m'aurais posé la question il y a 2 ans, j'aurais, j'aurais dit non, le cinéma, ça reste une expérience à part. C'est quelque chose où on est tous mélangés dans la même salle, c'est une expérience. Et je suis d'accord pour maintenir que, en termes de qualité de projection et de son, c'est ce qu'on peut avoir de mieux. Euh, Maintenant, une fois de plus, j'ai vraiment peur que certaines personnes aient pris goût au film dans leur canapé et malheureusement, c'est un public qui, en général, allait voir des blockbusters. J'ai peur, en fait, de voir la fin des salles de cinéma dans l'avenir. Ça m'angoisse. Donc, je n'espère pas que le streaming est l'avenir du cinéma. Je le redoute, en tout cas. Même s'il y a certains films Netflix que j'ai appréciés. Vu que ça passe dans le chat et je tiens à saluer Yama Nono du 92 400 qui nous a rejoint dans le chat, salut. Euh, est-ce que le cinéma en salle est une expérience collective? Est-ce que tu es d'accord avec ça? Ouais. Ouais, je pense qu'il y a un mélange, il y a quelque chose. Il y a le fait de vivre un moment à plusieurs, le même moment à plusieurs, et d'avoir vécu une expérience commune. Je me rappelle, par exemple, plus jeune, j'étais allé voir la 25e heure de Spike Lee au cinéma. Et en sortant de la salle, on voyait des regards, des mines fermées, des regards tristes. Et on croisait le regard des gens et on se disait, on a vécu un moment commun ensemble, on a été émus ensemble. Et ça reste un sentiment auquel je suis attaché, en plus de tout le rituel de se rendre dans la salle, d'être dans les fauteuils confortables, tout ça. Donc oui, c'est une expérience commune. J'espère juste que les gens vont rester adeptes de cette expérience commune. Est-ce que ça compte du coup un film dans une salle vide demande Gray. Il n'y a rien de mieux, en vrai. Il n'y a personne qui va t'embêter à bouffer du popcorn, à faire du bruit, à regarder son téléphone. Donc, dire que ça compte en qualité de projection. Après, c'est sûr que pour l'expérience commune, là, c'est tout problématique. Je vais repartir un peu, peut-être qu'il y aura Spike Lee que tu viens de citer, mais j'aimerais aimer savoir quelle est ta sainte trinité du cinéma. Il a failli être dedans. Il l'était jusqu'à 17h30 exactement. Alors finalement, je suis parti sur Stanley Kubrick. Euh, pas une grande originalité, je crois qu'il a été cité la semaine dernière déjà. Mais en même temps, il est presque irréprochable comme réalisateur. Alors certes, il a sûrement ses travers, on trouvera toujours des gens qui ne sont pas d'accord. Maintenant, il propose un cinéma qui est à la fois intelligent et qui, dans le même temps, reste accessible. Alors c'est sûr que je vais pas montrer Barry Lyndon maintenant à ma fille de 7 ans, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais il réussit un certain mariage entre l'exigence dans le propos de ses films et la forme qui reste toujours assez convaincante, je trouve. En numéro 2, j'ai placé Akira Kurosawa, parce que je suis très adepte de cinéma japonais, et Kurosawa, pour moi, euh, c'est un peu le Hitchcock de certains, c'est que pour moi, Kurosawa, il a inventé tellement de choses, il y a tellement de richesse dans son cinéma et de concepts ou de choses que lui a inventé et qu'il a apporté au monde du cinéma,
que c'est presque mon classique en fait. Ce serait presque mon réalisateur de chevet, on pourrait dire, même si ça rentrerait pas dans une table de chevet, mais c'est pas grave. Et en dernier, j'ai mis. Je sais pas s'il y a un problème avec le son. Bon, je vais Ouais, continuer. ouais, je vois ça, mais pour tous ceux qui ont un souci avec le son, il y aura une rediff normalement, j'espère sans bug sur YouTube dans les prochains jours. Vous inquiétez pas là-dessus. Pour le dernier, j'ai placé, donc ce sera pas Spike Lee, ce sera Wong Kar-wai. Donc bon, j'en ai déjà parlé pour In the Mood for Love. Euh, En fait, j'ai une relation super personnelle avec ce réalisateur. Enfin, elle a sens unique, hein, il sait pas que j'existe, mais en fait, quand il met des images sur le concept du sentiment amoureux, moi, ça me parle toujours. Une fois de plus, je comprends que c'est un réalisateur qui peut braquer, qui est beaucoup dans la contemplation, mais moi, en fait, il a toujours réussi, presque à chacun de ses films, à faire naître un sentiment subtil sur lequel j'avais pas forcément de mots. Lui a réussi à mettre des images dessus. Bah, ça fait une belle trinité, hein, dis donc. Voilà, pour Ouais, ceux, ouais. je sais pas si ça a coupé, je me permets de repréciser que dans ta Sainte Trinité, il y a Kubrick, il y a Kurosawa et il y a Wong Kar-wai. Voilà, si ça a coupé et que vous n'avez pas entendu le chat, je m'excuse de ces petits soubresauts de réseau. Voilà, c'est clair que moi, j'ai pas le réseau de Netflix pour streamer, malheureusement. Et enfin, dernière question de ce questionnaire de l'auteur dont il ne faut pas prononcer le nom. Quel est ton film ultime? Mon film ultime, c'est Le Bon, la Brute et le Truand, parce que je prends toujours un plaisir incroyable devant c'est un spectacle gigantesque, c'est une fresque géniale. On manque de superlatifs pour qualifier ce film, je trouve. C'est toujours un plaisir super primaire en plus, tu vois, de retrouver Clint Eastwood, Ivan Cleef au sommet du cool. Et qui en plus c'est un film là encore qui sait marier le divertissement avec un propos. Bon, on va pas dire que il y a un fond philosophique intense, mais en même temps c'est pas un divertissement bateau comme pourrait l'être à Marvel pour faire plaisir aux gens du chat. C'est vraiment un film pour moi qui de grande intelligence. Bah, ça fait un beau questionnaire et je pense que ce portrait cinéphilique a dû plaire au chat en tout cas. Avant de revenir un peu sur la carrière de Grace Kelly, euh, je te propose si tu veux qu'on revienne un peu sur la news chaude qui est tombée il y a quelques jours maintenant, mais qui a continué ces dernières heures, euh, à savoir la sélection du Festival de Cannes, avec plein de beaux Ah noms. oui. Je sais pas si t'en as coché certains. J'aurais même plus vite fait de cocher les noms qui m'intéressent pas encore, plutôt que ceux qui vont m'intéresser, parce que franchement, il y a une bonne moitié de la sélection qui m'a l'air bien alléchante. Alors évidemment, c'est Cannes, hein, on sait quand même que c'est un cinéma qui peut parfois sembler élitiste, encore que je pense que si on se plonge un peu dedans, on y trouve des choses très intéressantes, même si on est néophyte. Là, il y a quelques noms, ouais, je peux t'en balancer quelques-uns là que j'ai devant les yeux. Bon, Léos Carax déjà, c'est assez intéressant. Le Verhoeven qu'on attend depuis je ne sais plus combien de temps. Joachim Trier aussi, j'avais beaucoup aimé Oslo 31 août. Jacques Audiard, bien sûr. Et puis je vais m'arrêter, si tu me permets. J'aurais pu citer Nanni Moretti pour te faire plaisir. Euh, je vais m'arrêter sur deux noms. Déjà très rapidement sur Julie Ducournau, parce que on a toujours l'habitude de dire que le cinéma de genre en France, il n'est pas représenté, etc. Et ben là, il l'est. Donc autant s'en féliciter. Et, euh, le deuxième nom sur lequel je voudrais m'arrêter, c'est Kirill Serebrennikov. Vous le connaissez peut-être pas, c'est le réalisateur d'un film qui s'appelle Leto, qui est une espèce de plongée dans le rock un peu illégal russe des années 80. Pourquoi je m'arrête sur ce nom-là? C'est parce que, en fait, au moment où Leto était dans la sélection pour le Festival de Cannes, Serebrennikov a été assigné à résidence pour des accusations euh,
de malversation financière qui n'aurait pas vraiment de fondement et qui serait plutôt une espèce d'arrestation politique parce que c'est un vrai rebelle. Et en fait, je serais content pour lui si cette année, pour laver l'affront de ne pas avoir pu être là pour Leto, s'il pouvait être là pour son prochain film. J'avoue que ça me ferait un petit plaisir parce que je l'apprécie pleinement. Et si tu me permets, je vois que dans le chat, on te demande quelques noms. Donc, Le Verhoeven, Vendetta. J'attends Julie en 12 chapitres de Joachim Trier. J'attends Les Olympiades de Audiard. J'attends Les Petrov, la grippe, etc. de Serebrennikov. The Friend Dispatch, Titan. Et puis, je te laisse l'honneur de citer le Moretti. Voilà, le Trépiani, voilà, évidemment, qui sera là. On a également un François Ozon, tout s'est bien passé. Asghar Mm. Farhadi qui sera là avec un héros. Il y a Bruno Dumont avec France. Et puis, tu l'as cité tout à l'heure, mais il faut préciser que le film d'ouverture, c'est Annette de Léos Carax cette année. Eh Voilà, un oui. peu en vrac, les réalisateurs qui sont présents cette année à Cannes. Et puis, évidemment, je vois que le chat l'a demandé, ton point de vue sur ce fameux blockbuster international qu'a promis Thierry Frémaux, et on a appris aujourd'hui que ce blockbuster en question serait le prochain Fast and Furious. Une bonne ou une mauvaise nouvelle? Ah, un Fast and Furious, c'est toujours une mauvaise nouvelle, par définition. C'est-à-dire que, en fait, un Fast and Furious qui sort, c'est un trou qu'on creuse de plus en plus, et dans lequel on va s'enfermer. Je suis méchant, je suis désolé, c'est un peu gratuit. Maintenant, quand on part d'un film sur des vols de bagnole et qu'on arrive aujourd'hui à On voyage dans l'espace, c'est qu'il s'est passé un truc entre-temps qui a déconné, hein, on va pas se mentir. Non, moi, j'ai beau aimer les Marvel, l'assumer, les Fast and Furious, c'est au-dessus, je peux pas, franchement, ça me braque complètement, hein. Ouais, et, sur la plage, ça sera plus détente et hors festival. Et j'en profite, Graham le demande, non, les Dardennes ne sont pas là cette année, ni en compétition, ni dans les autres catégories. C'est donc Audiard qui va gagner. Ah oui, tiens, est-ce que tu as un favori potentiel dans cette liste? Un petit prono à Enfin, mettre? allez, allez, je me demande si c'est pas avec Spike Lee, ouais. Le Asghar Farhadi. Je me demande si c'est pas le moment. Non, Wes Anderson. Je vais aller sur French Dispatch. Le Wes Anderson. Eh ben, à bien y réfléchir, ouais, j'ai bien envie de te suivre sur le Wes Anderson, moi sur le prono. Mais je n'exclus pas mon outsider. Je pense que le Carax a moyen de faire son chemin, même si film d'ouverture, il me semble que ça a rarement gagné la palme. C'est pas forcément un Ouais, avantage. mais, absolument. Et puis Léos Carax, c'est un réalisateur qui ne séduit pas tout le monde, qui a un univers bien particulier. Moi, je suis assez adepte, mais j'arrive à comprendre que ça divise. Voilà. Et donc, réponse dans quelques semaines pour savoir si on est bon sur les pronos et si Wes Anderson a décroché sa première palme. Ce qui, personnellement, me ferait un grand plaisir tant que j'aime ce réalisateur. C'est vrai. Et vous, le chat, c'est quoi votre prono? Qui, dans la sélection, voyez-vous gagner la palme cette année? Forcément, il n'y a pas de Marvel, donc hein. Voilà. Donc, s'il y avait eu un Marvel, évidemment, tu l'aurais choisi. Bien sûr, Voilà. bien sûr. Marvel par-dessus tout. En tout cas, je crois que notre prono sur le Wes Anderson dans le chat a trouvé au moins une preneuse. Voilà. Le Verhoeven. C'est vrai qu'il a une carte à jouer aussi, hein. Ouais, mais tu vois, moi, Verhoeven, après, c'est Spike Lee à la présidence, mais c'est Hmm. peut-être un peu trop provoque pour gagner. Moi, j'ai les films un peu provoque, j'ai le souvenir de la sortie d'Irréversible il y a quelques années de Gaspard Noé et qui me fait penser qu'un réalisateur comme Verhoeven ne peut pas gagner la palme, malheureusement. C'est vrai que oui, voilà, il a un cinéma total, on pourrait dire en fait, sans concession et on sait qu'en plus il a eu des démêlés avec Hollywood à certains moments, donc est-ce qu'il va réussir à faire le consensus au sein du jury? Je suis pas sûr, même si en général c'est pas que des stars d'Hollywood qui y figurent. Et ben, réponse dans quelques jours, le 17 juillet précisément, c'est dans un peu plus d'un mois.
Parce que oui, le festival est dans un mois. Et justement, la transition est toute trouvée, puisqu'on reste sur la Côte d'Azur avec peut-être l'actrice qui incarne le mieux, peut-être pas Cannes, mais un endroit qui est juste à côté, Monaco, puisqu'on va parler de Grace Kelly, si tu veux bien. Mais avec grand plaisir, avec très grand plaisir, j'ai refait sa filmographie pour l'émission et ça a été un vrai plaisir. Même dans ces films un petit peu plus mineurs, on va dire, j'ai toujours trouvé quelque chose de la substance. On Hmm. va détailler ça. Est-ce qu'on recommencerait pas par une petite présentation de ce qui a mené l'actrice à Hollywood? Qu'en dis-tu? Je- Ça a un peu coupé quand tu parlais. Hop là. J'ai pas entendu. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que vous m'entendez? Là, là, Voilà, c'est bon. de Pardon, excusez-moi mon pour ces, côté, c'est bon maintenant. pour ces petits soucis techniques. Donc je disais peut-être qu'il faudrait qu'on présente un peu la personne avant de parler de la carrière. Qu'en dis-tu? Oui, avec plaisir. Si tu me permets, je pose quelques repères. Oui, bien sûr. Donc, elle est née le 12 novembre 1929 à Philadelphie. Donc, Grace Kelly, elle vient d'un milieu assez aisé. Sa famille a fait fortune en fait en fabriquant des briques pour les buildings. Donc, c'est un milieu assez aisé, mais c'est pas non plus la noblesse et ça aura une importance plus tard dans sa vie. C'est que elle reste elle reste issue d'une famille riche, mais aussi à la fois une femme du peuple. Son enfance se passe à peu près sans heurts jusqu'au lycée, où elle va se découvrir une passion pour la comédie et pour le cinéma. Et contre la vie parentale, elle va rejoindre une école de comédie. Oui, parce qu'il me, il me- Donc ils il me sont semble que la famille est très sportive, hein, si je dis pas de bêtises. Oui, voilà, et puis ils ont tendance à voir les disciplines artistiques comme quelque chose qui n'a pas vraiment d'avenir. C'est vrai que, je vous le dis en tant que papa, si demain ma fille veut faire du cinéma, je serais content, je la laisserai vivre son rêve, mais je serais angoissé parce qu'il y a beaucoup d'appelés et il y a peu d'élus, quoi. Mais pourtant, même si ça crée un petit peu de remous, sa famille va quand même la soutenir, pas du tout lui couper les vivres, hein. Au contraire, ils vont continuer de la soutenir jusqu'à ce qu'elle soit diplômée et qu'elle rejoigne New York. Et à New York, elle va commencer un peu comme tout le monde avec des auditions. Elle va faire de la publicité. Voilà, vous pouvez trouver sur internet des traces de ses pubs pour Coca-Cola, Colgate aussi, il me semble, ce qui lui permet de se payer ses cours d'art dramatique et une chambre dans un hôtel pour femmes. Elle va jouer dans plusieurs pièces de théâtre, dans une série télévisée qui s'appelle Beetle Mary Day. Je m'excuse par avance pour mon accent anglais. Jusqu'à à Mais c'était 22 pas mal. jusqu'à 22 ans décrocher un petit rôle, donc on est en 1951, dans, dans son premier film, un film d'Henry Hathaway qui s'appelle 14 heures, côté notamment de Paul Douglas. Voilà. Qu'est-ce que t'as pensé, toi, Absolument. Qu'est-ce que t'as pensé de 14 heures? Eh ben, j'ai envie de mettre ce film en lumière parce que je l'ai vu pour l'émission, pour être le plus complet sur Grace Kelly. Je m'attendais à rien, ne connaissant pas du tout le film de réputation, et je suis tombé sur une œuvre complètement surprenante qui a un schéma narratif très simple. Je vais vous faire le pitch. C'est un homme qui monte sur la corniche d'un immeuble, c'était à New York, et qui menace de se jeter dans le vide. Et tout le film va être en fait un dialogue entre lui et un flic qui essaie de le convaincre de ne pas sauter. Et puis en même temps, on va voir les badauds qui s'attroupent en bas de l'immeuble et qui sont là avec leur regard un peu vicieux, qui espèrent le drame. J'ai trouvé que c'était un film vraiment, déjà dans son scénario, qui était d'une grande efficacité. C'est simple, c'est clair, la structure permet de développer beaucoup d'idées, beaucoup d'axes, parce qu'au fur et à mesure, on va remonter dans la vie du personnage principal, comprendre d'où vient son traumatisme. Et
En plus de ça, même en termes de réalisation, j'ai vu des choses intéressantes. Cette façon de jouer des perspectives des immeubles de New York, il y a une vraie sensation de vertige qui se dégage des visuels du film, en fait. Et voilà, pour moi, c'est une belle surprise. Oui, XP, on parle de 14 heures. Et c'était une belle surprise. Et bon, on va quand même préciser, vu que le thème c'est Grace Kelly, qu'elle a un temps à l'écran extrêmement restreint. Je pense franchement 5 minutes à tout casser, toi, tu me contrediras pas. Ouais, c'est ça, c'est de l'ordre de quelques minutes, c'est un petit rôle, tout petit rôle, elle a deux trois scènes, mais moi je trouve, et je suis complètement d'accord avec toi sur le point de vue du film, t'en parleras beaucoup mieux que moi, je vais pas te paraphraser, mais je trouve que déjà dans cet océan, parce il y a beaucoup de personnages secondaires et tertiaires dans ce film, voilà, je peux en dire plus pour pas casser l'intrigue, mais elle arrive à tirer son épingle du jeu, je trouve. Oui, on voit un peu les prémices de ce que va être sa carrière et comment dire, des rôles qu'on va lui offrir par la suite. C'est-à-dire qu'elle joue quand même une femme qui a l'air assez, bon, je vais pas dire guindée, mais propre sur elle, élégante. Et c'est les rôles dans lesquels on va la retrouver par la suite. Alors, elle tire son épingle du jeu. Je suis assez d'accord avec toi. euh, Si on s'attarde sur sa performance personnelle, après, je trouve que les scènes qu'elle a dans le film, c'est pas ce que le film fait de mieux. Il essaye de nouer des espèces d'intrigues amoureuses qui sont pas forcément nécessaires, mais malgré cette partition assez maigre, elle réussit à s'en sortir vraiment honorablement. Je suis d'accord avec toi. Et je sais pas si t'as autre chose à rajouter sur 14 heures, peut-être. Parce que je pense que. Ouais, j'avais quelques trivia, c'est toujours intéressant, hein, si ça vous intéresse. Vas-y, je te laisse faire. Euh, donc on trouve au casting du film Richard Basehart. Donc c'est lui qui menace de se jeter dans le vide. Et c'est en voyant ce film que Federico Fellini va lui offrir un rôle dans la Strada. Donc, ce qui est quand même une récompense assez sympa quand on est acteur, il faut le dire. J'avais aussi noté que 14 heures, c'était aussi les débuts au cinéma de John Cassavetes. Donc, Exact. En tant que, c'est assez. en tant que figurant, il me semble. Oui, tout à fait. Et c'est assez marrant de voir comme ça deux légendes, parce que je trouve que Cassavetes est une légende aussi, qui font leur début ensemble, c'est toujours amusant. Et puis pour faire la transition avec le prochain film, c'est sur le plateau de 14 heures que Gary Cooper la voit pour la première fois avant de s'attaquer au train sifflera 3 fois. Voilà, et tu m'as volé la transition, c'est magnifique. Et Ah, oui, Gary désolé. Cooper qui va la voir sur le plateau de 14 heures, qui va retourner la voir sur les planches à Broadway, et qui va tomber red dingue de cette actrice, qui va trouver absolument dingue, qui va imposer en, pardon, excusez-moi, je un trou, qui va l'imposer en tant que son co-premier rôle, si on peut dire, ou au second rôle dans Le Train sifflera 3 fois de Fred Zinman l'année suivante, et le film qui va complètement faire exploser, qui va la révéler et à la critique et au public. Absolument, ouais. C'est un film qui est devenu culte parce que, tout simplement parce que c'est un petit bijou, ce film. Euh, donc, je refais le pitch, Toine, si tu veux. Bah, avec plaisir, tu les speeches Donc, tellement bien que je vais pas te couper. ah, merci, c'est très gentil. Donc, c'est l'histoire d'un shérif d'une ville au temps du Far West, donc joué par. Pour ouvrir une épicerie, il me semble. Et malheureusement, le jour. Ça a coupé un peu, pardon, excuse-moi. Oui, Est-ce que tu j'en pourrais étais où reprendre alors? un peu depuis le début? Donc oui, sans problème, c'est l'histoire d'un shérif d'une ville au temps du Far West, joué par Gary Cooper, qui, en fait, le jour de son mariage, va décider de prendre également sa retraite de shérif
euh, et aller s'installer avec sa nouvelle épouse, que joue Grace Kelly, pour une vie un peu plus rangée, loin des colts et des autres armes à feu. Malheureusement, immédiatement à la sortie de son mariage, bande de malfrats va lui tomber dessus pour lui prévenir que par le train de midi arrivera un hors-la-loi qui a arrêté notre héros il y a quelques années et qui a été libéré et qui viendra par le train de midi se venger et essayer de prendre la vie du personnage de Gary Cooper. Donc on a une vraie vision du passé qui revient parasiter le présent et l'avenir. En même temps, il y a une notion de fatalité. Qu'est-ce que c'est le courage? C'est un film qui brasse vraiment énormément de thématiques et qui le fait avec un grand brio, je trouve. Hop là. Est-ce que vous nous entendez toujours dans le chat? J'ai l'impression on a quelques soucis d'internet. Il me semble que la vidéo, de temps en temps, Oui, j'ai l'impression, oui, mon réseau est fluctuant, je présente toutes mes excuses à tout le chat et aux spectateurs qui sont là. Je m'excuse d'avance, ça a l'air de revenir, on va pouvoir reprendre. Du, reprenons alors. du coup, qu'est-ce que tu as pensé? Est-ce que le train sifflera 3 fois pour toi vaut cette réputation qu'il a? Oui. Oui, pour moi, il l'a pas du tout volé. C'est vraiment un film d'une grande intelligence et qui en même temps a le bon goût de pas tirer en longueur. Et en même temps, il aborde quelque chose, un thème auquel moi je suis assez sensible, c'est la lâcheté qu'ont en fait les villageois pour ce shérif qui refusent complètement de l'aider parce qu'ils ont la trouille, en gros, hein, pour la plupart. Et ce fait, voilà, cet homme d'honneur qui est le dernier rempart, seul face à la fatalité, moi, ça m'a beaucoup marqué. C'est un film que j'avais vu au lycée. J'étais peut-être passé un petit peu à côté la première fois, et puis là, en le voyant, ça m'a vraiment sauté aux yeux, toutes ses qualités et son statut de culte qu'il n'a vraiment pas volé. Ah mais c'est clair que c'est un très très grand film, c'est un grand western et un grand rôle de Gary Cooper qui a été nommé à l'Oscar, il me semble, hein. Oui, absolument, oui. Et Alors que on reprochait à Gary Cooper d'être trop vieux pour le rôle. Et sa nomination, ça a été un petit peu une petite vengeance, hein. Il l'a vécu comme bon, voilà, ça a fermé la bouche à plein de gens, quoi, hein, tout simplement. Oui, je pense vraiment que ça constitue aussi une étape importante du western. C'est un schéma narratif que beaucoup de réalisateurs vont ensuite essayer pas de copier, mais au moins de s'en inspirer. Et, euh, et ça reste assez impressionnant à voir encore aujourd'hui. voilà, et j'en profite puisque tu parles de la structure du film et que XP en parle. Il y a un truc qui est assez drôle et qui est lié. On sent vraiment l'intention, cette notion du temps dans le film, qui en Oui, titre original c'est High Noon, qui signifie aussi bien midi pile si je dis pas de bêtises, mais qui est également une absolument. notion d'heure de vérité. Et on sent vraiment que le temps joue un rôle primordial au cœur du film. C'est presque un personnage même du film, le temps, j'ai l'impression. Oui, oui, XP a totalement raison. Le fait que le film se passe en temps réel, je trouve que l'épée de Damoclès que Gary Cooper a au-dessus de la tête est encore plus fascinante, si on peut dire, parce que on sait que voilà, on peut regarder sa montre et être stressé en même temps que lui, et au fur et à mesure que le film se déroule, le stress vient naturellement. Il n'y a pas besoin de grands effets de réalisation. Simplement le fait que ce soit en temps réel et qu'on vit la détresse de Gary Cooper en même temps que lui suffit à nous impliquer déjà une bonne fois dans le film. Et puis aux côtés de Gary Cooper qu'on a cité, aux côtés de Thomas Mitchell, autre grand acteur hollywoodien, euh, aux côtés d'un Lee Van Cleef qui fait sa première apparition au cinéma, Et il faut le noter, il y a Grace Kelly dans ce rôle
de femme un peu dans ce milieu d'hommes et qu'est-ce que tu as pensé de sa performance, toi? J'ai trouvé que son rôle était vraiment, assez intéressant, dans le sens où, c'est un film, je dis pas du tout que c'est un défaut, hein, mais c'est un film où finalement, on installe des personnages, heu, qui n'ont pas une évolution au fil du récit, enfin ils en ont une petite, mais qui finalement gardent leurs traits de caractère. Tandis que Grace Kelly, elle apporte, une dimension supplémentaire parce qu'elle va apporter un dilemme moral au film. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une Quaker. Donc, si vous savez pas ce que c'est une religion, pardon, aux États-Unis, qui prône notamment la non-violence absolue. Donc, quand elle se marie et qu'elle apprend que Gary Cooper a l'intention d'arrêter coûte que coûte le malfrat qui va débarquer, elle le voit aussi à travers le prisme de la religion, de ses croyances, et en même temps, elle va découvrir un peu le passé de Gary Cooper. C'est un personnage, finalement, c'est peut-être celui qui change le plus entre l'adhésion à la quête de Gary Cooper et le fait de vouloir prendre la fuite assez bassement. Et ça reste pour moi pour ma part, je l'ai vu comme une prestation assez solide et j'étais très étonné de voir qu'au moment de la sortie du film, on avait reproché à Grace Kelly d'être beaucoup trop rigide dans son jeu. Elle se l'est reproché à elle-même d'ailleurs. Elle était assez déçue de sa performance, alors que Zinman, lui, trouvait justement que sa rigidité allait bien au personnage qu'elle incarnait. Et c'est vrai, finalement, quand on voit sa performance, qui est très bonne au demeurant, on sent un peu cette jeunesse, je sais pas, cette jeunesse dans l'acting, on rappelle que son deuxième film, pourtant, on voit tout le potentiel, mais on se dit, il va y avoir, va falloir que ce potentiel se développe. Oui, tout à fait. C'est aussi son premier rôle féminin, on pourrait dire, hein. Hmm. Donc, passer de 5 minutes dans 14 heures à 1 heure, plus de temps exact, 1h20 Oui, environ dans High Noon, 85 minutes. voilà. Bah, c'est une vraie transition dans la carrière d'une actrice, quoi. Donc forcément, elle ne fait pas tout parfaitement, mais comme Zinman, moi j'ai trouvé que ça collait en fait, son interprétation collait au personnage et que cette espèce de pudeur allait assez bien avec le dilemme religieux qui habite son personnage. La religion qui, étonnamment, n'est pas si présente que ça dans sa filmographie pour l'époque. Parce que, si Non, je dis pas de bêtises, c'est son seul rôle vraiment qui va être associé à ce côté religieux. On pourrait citer vaguement euh, l'émeraude tragique. oui, ou ça reste léger hein, dans les mots tragiques. Oui. Il y a un moine qui habite avec elle, mais elle-même ne se Hmm. décrit pas comme une fervente religieuse. Et je crois qu'effectivement, tu as raison, c'est la seule fois que le problème religieux va être abordé dans sa filmographie. Et, euh, et je pense que ça peut être un peu l'occasion aussi de parler d'un film suivant qui, moi je trouve, on peut un peu implicitement l'associer au train sifflera trois fois dans la carrière de Grace Kelly. C'est Mogambo, John Ford, encore une fois dirigé par un très grand réalisateur. Absolument, oui. Enfin, au bout d'un moment, on pourra faire la liste à la fin de l'émission, mais quand d'aussi grands réalisateurs tombent tous amoureux de la même actrice et lui proposent des rôles intéressants, c'est forcément qu'il se passe quelque chose, hein. Donc avec Mogambo, on voyage en Afrique en fait, au Kenya où Clark Gable joue c'est un chasseur qui capture des animaux pour les cirques et les zoos. Et qui va dans son campement un peu de fortune, enfin, assez luxueux quand même pour l'endroit, mais assez sommaire tout de même, va débarquer un jour le personnage de Ava Gardner, qui est une espèce de femme de la haute société complètement hors de propos dans la jungle africaine, qui s'est retrouvée là un petit peu dans des circonstances un peu saugrenues.
Alors, il y a une espèce de romance qui va s'instaurer entre eux et en même temps une relation assez rivale, jusqu'au moment où va arriver Grace Kelly et son mari, je n'ai plus le nom de l'acteur, mais qui eux vont venir pour Donald Sinden. Donald Sinden, merci, qui eux vont venir pour observer les singes, les singes d'Afrique, et Clark Gable va voir en fait en Grace Kelly une proie qui va tenter de séduire comme il chasserait un animal en fait. C'est presque un défi pour lui. Ouais, c'est ça. J'en profite, je vois que Gray demandait dans dans le chat, Grace Kelly implicitement, on y reviendra après, est associé à sa carrière à la MGM, et Mogambo est son premier film MGM dans sa carrière. Mais Ouais, la MG oui, pardon, excuse-moi. ouais, la MGM qui va d'ailleurs, on l'évoquera plus tard, mais qui va être encore plus associé à son nom puisque ça va dépasser le cadre du cinéma sur la fin de sa carrière. Et avec Mogambo, Grace Kelly va décrocher sa première nomination aux Oscars, Mm. euh, meilleure actrice dans un second rôle qu'elle ne gagnera pas. Et, euh, et je sais pas toi, mais moi j'ai un amour profond pour ce film et pour cette performance de Grace Kelly qui, je trouve, je vais être, euh, je vais être dans l'abus là, mais elle met presque à l'amende Clark Gable et Ava Gardner dans ce film. Ah, elle a clairement pas à rougir, hein. C'est vraiment là aussi, je trouve, c'est un mot que je vais employer beaucoup, mais son personnage apporte beaucoup plus de nuances finalement que Clark Gable et Ava Gardner. C'est un personnage qui a un dilemme moral, qui est obligé de composer avec et qui en même temps ressent de la culpabilité. En fait, John Ford lui offre presque et elle prend la place presque du premier rôle féminin à la place de Ava Gardner. Ava Gardner devient très accessoire à partir de la fin du premier tiers du film, hein, finalement. Oui, Et en plus, il y a elle est tout le vendue comme le talent premier de... rôle, Oui, mais, mais je pense qu'on est d'accord pour dire que c'est Grace Kelly le premier rôle féminin finalement du film. ah oui, clairement. Après, on pourra trouver tous les arguments marketing qu'on veut pour mettre en avant Ava Gardner. Le fait est que dans la présence à l'écran, Grace Kelly est plus présente et peut-être même plus intéressante. Euh, Et puis, faut quand même souligner, vu qu'on parle du film en général, que c'est vraiment un exemple du savoir-faire de John Ford en termes de mise en scène. C'est peut-être pas son meilleur film, mais il trouve des scènes où il y a vraiment un souffle incroyable, une espèce de quelque chose d'épique qui se dégage de la pellicule. Je pense notamment à cette scène, je ne sais pas si tu te rappelles, où ils sont entourés par les autochtones et ils ne savent pas trop si ça va finir en pugilat ou s'ils vont pouvoir partir. Et là, il y a des centaines de figurants qui les entourent et c'est filmé avec un talent incroyable, quoi. Ah, mais c'est John Ford. Déjà, quand on voit John Ford sur une affiche, on connaît la qualité de mise en scène que l'on va voir. Mais euh, je voulais rebondir moi sur un truc que tu as dit par rapport à Grace Kelly, mais qui s'applique aussi pour le film en général, c'est la notion de nuance. Notion de moderne. Vous en parlez dans le chat que John Ford était un réalisateur qui a toujours été moderne, comme a dit Torre. Et, euh, et pour moi, Mogambo, c'est plus que le train sifflera trois fois, l'espèce d'acte de naissance de ce que va être la carrière de Grace Kelly dans ce jeu tout en nuance, tout en modernité finalement. Je sais pas ce que t'en penses. Absolument, je suis d'accord à 100% avec toi. Plus que dans le train sifflera trois fois, on va voir tout le talent qu'avait Grace Kelly pour trouver des nuances. Voilà, je trouve que c'est vraiment le mot qui convient, des petites subtilités qu'on saisit pas forcément, qui des fois tiennent juste à l'intonation de la voix ou à la pose, et qui, avec beaucoup de naturel, apportent de l'épaisseur à ses personnages. Et ça va la suivre toute la suite de sa filmographie sans aucun doute. Oui. Ouais, ce côté naturel qui tranche peut-être un peu avec Ava Gardner dans le film, qui, avec tout le respect que j'ai pour Ava Gardner, a peut-être moins ce jeu, et c'est très bien casté au final. Ava Gardner, elle est parfaite dans ce rôle de bourgeoise de la haute société,
Et Grace Kelly a ce côté naturel, femme du peuple simple, qui trouve d'une certaine manière un peu, je trouve, écho dans sa vie, dans les galères qu'elle a eues, même si elle est encore très jeune, elle a 24 ans sur Mogambo, si je dis pas de bêtises. Mais ça trouve écho et Mm. ça donne toute la puissance à la performance. Absolument, ouais. Je suis vraiment d'accord avec toi. Tu as cité l'autre adjectif qui lui colle parfaitement, c'est naturel. C'est toujours. Il y a rien de forcé dans le jeu de Grace Kelly, même dans ses films un peu plus confidentiels. Elle a toujours cette espèce de naturel qui en plus est très communicatif et qui permet. Je pense que c'est aussi pour ça que toi et moi, on a autant d'affect pour sa carrière. Ah oui, c'est une actrice, je pense, quand on aime le cinéma, euh, on peut pas ne pas l'aimer par son jeu, en fait, qui est très proche de nous et qui va trancher, je pense, bah, en l'occurrence avec le jeu de Clark Gable et d'Ava Gardner dans ce film, et qui donne peut-être toute cette puissance dans la performance et qui monte vraiment entre On le. la considère. Oui, pardon, excuse-moi. On la considère d'ailleurs, là où on voit par exemple Ava Gardner comme une beauté inaccessible, Hollywood à l'époque a tendance à voir Grace Kelly comme un peu la girl next door, quoi. C'est pas une bimbo, c'est une fille qui est plus accessible, qui est plus proche de nous. Et alors, on peut être d'accord ou pas, moi je trouve qu'elle a une élégance et une grâce justement qui la rend mythique et presque inaccessible. Toujours est-il qu'à l'époque, Hollywood a tendance à la voir comme une belle femme, mais pas dans les mêmes canons de beauté non plus. Ouais, et XP le souligne, je trouve qu'il y a beaucoup de points communs entre Grace Kelly et Ingrid Bergman. Alors pas forcément au niveau du déroulé de la carrière, avec les hauts et les bas qu'a eu Ingrid Bergman, mais je trouve que dans le jeu, elle se ressemble pas mal. Je sais pas ce que t'en penses. Oui, mais oui, il y a une vraie, un vrai rapprochement à faire. Ouais, je trouve ça assez intelligent. Euh, c'est pareil, c'est la nuance, c'est l'art de trouver la subtilité et de la restituer avec le plus de naturel possible. Il y a un vrai parallèle qui est assez intelligent. Et la transition, elle est toute trouvée finalement, parce que Ingrid Bergman a notamment joué avec un réalisateur qui va façonner l'image de Grace Kelly. T'en parlais, c'est bien évidemment Alfred Hitchcock, puisque Grace Kelly, en l'espace de 3 films avec lui, va devenir l'icône de ce qu'on appelle la blonde Hitchcockienne. Donc les 3 films, c'est Le crime était presque parfait, Fenêtre sur cour, puis La main en collet, et tri- un triptyque pardon, Hitchcockien qui est finalement la pierre angulaire et souvent l'entrée dans la filmographie de Grace Kelly. Ouais, d'ailleurs, ce qui paraît, Hitchcock aurait bien aimé tourner un peu plus avec elle, mais ses obligations en tant qu'épouse du prince régnier de Monaco va l'écarter par la suite des plateaux. Mais je te rejoins totalement. En fait, quand je pense à une actrice hitchcockienne, c'est Grace Kelly qui me vient tout de suite en tête. Pour moi, c'est vraiment cette image des rôles féminins que sait confectionner Hitchcock, qui ne sont pas des rôles effacés, qui sont des femmes assez imposantes. Alors ça se voit peut-être pas forcément dans Le crime était presque parfait, mais ça se ressent totalement dans Fenêtre sur cour, où là, elle va être complètement opposée à James Stewart, si je ne dis pas de conneries. Oui. Et c'est encore plus présent dans La main au collet, où là, elle va complètement défier le personnage principal. Alors, je me permets juste pour l'anecdote de revenir sur ce que tu as dit au début, c'était pour Pas de printemps pour Marnie. Voilà, et Grace avait très envie de rejouer, mais c'est son mari qui lui a interdit de jouer dedans. Mm. Et cet aparté refermé, ouais, je suis assez d'accord avec toi en fait. Quand on pense à une actrice féminine chez Hitchcock, on pense implicitement à Grace Kelly. Alors il y a eu beaucoup de grandes actrices qui ont eu de très grands rôles chez Hitchcock, Ingrid Bergman notamment, voilà pour Mm. les enchaîner. Mais elle a en fait, moi je trouve que ces 3 films
on va peut-être pas les speecher pour éviter de perdre. Puis je pense que c'est peut-être les Mm. films les plus connus. Je pense que tout le monde Oui. dans le chat les a vus. Euh, la mise en scène, la mise en scène d'Hitchcock en fait convient parfaitement. En fait, c'était le réalisateur qu'il fallait au jeu de Grace Kelly pour que ça se développe, que ça explose finalement. Oui, absolument. Ils se nourrissent l'un l'autre en fait de leur talent mutuel. C'est-à-dire que Hitchcock peut écrire des rôles de femmes un peu plus tranchées et elle va totalement les porter et les assumer. Et finalement, dans les trois films, on pourrait presque voir trois actrices différentes, que ce ne serait pas étonnant tellement elle réussit à donner une personnalité différente à chaque fois. Pour aller encore plus loin dans la complicité qu'elle avait avec Alfred Hitchcock, j'ai vu en faisant mes recherches que après un débat sur le crime était presque parfait sur un costume bien particulier, Alfred Hitchcock va lui laisser pas une liberté totale, mais au moins un avis de consultante sur les costumes des films qu'elle fera avec Hitchcock. Et c'est quelque chose, pour moi, les costumes de Grace Kelly dans les films d'Hitchcock, c'est quelque chose qui ne vieillit pas d'un pouce. Je regardais Fenêtre sur cour pour préparer l'émission, et puis mon épouse passait par là, et puis elle voit Grace Kelly dans sa robe, je sais pas si la robe noire et blanche. Je vois, je vois. Euh, et immédiatement, elle s'est arrêtée devant l'écran et est tombée en pamoison devant le vêtement, quoi. Devant le vêtement et la femme qui le porte. Donc voilà, il y a une façon. Quand on la voit arriver dans un Hitchcock, il y a tout ce qui va avec, toute sa présence derrière. Il y a vraiment. Elle remplit l'écran presque, hein. C'est vrai que les costumes d'Edith Head jouent beaucoup à faire le personnage, la légende Grace Kelly finalement, en tant qu'actrice. Euh, Oui. elle emplit, je trouve, et je suis assez d'accord avec toi que les trois rôles finalement sont trois compositions assez différentes intrinsèquement, mais, euh, mais où elle emplit, où elle tient la dragée haute aux acteurs qui sont en face d'elle, par ce naturel, par ce charisme. Voilà, c'est chez Hitchcock, Grace Kelly devient très charismatique, encore plus que dans ses films précédents, et elle emplit l'espace. Dans Fenêtre sur cour, j'ai presque envie de dire que parfois elle éclipse James Stewart qui, qui est peut-être un des plus grands acteurs de tous les temps et un des plus charismatiques. Mm. Oui, je suis assez d'accord avec toi. Dans Fenêtre sur cour, elle est tellement complémentaire en fait du personnage de James Stewart, sur que on ne va pas vous refaire le pitch, mais James Stewart a une jambe dans le plâtre, il ne peut pas se déplacer, et c'est elle, du coup, qui va assumer la partie physique de l'enquête, en fait. Quand il y a besoin de débloquer quelque chose dans l'intrigue, c'est sur elle que Hitchcock va s'appuyer, presque plus que sur James Stewart. C'est elle qui va dans la cour essayer de trouver des indices, pendant que lui reste en haut et panique. Et ça, c'est une évolution qu'on peut presque noter dans ces trois films avec Hitchcock, c'est que dans Le crime était presque fait, elle joue la victime de la machination. Dans Fenêtre sur cour, elle est un peu plus émancipée, elle reste quand même euh, euh, dans une espèce de quête de séduction envers qui la repousse. Et puis on va arriver sur La main au collet, où là, elle va être totalement indépendante, la presse aventurière qui va accompagner le héros. Et si tu me permets, tu parlais de Edith Head, et effectivement, c'est une costumière qui va être totalement liée à Grace Kelly et qui dira pour un autre film, pour une fille de la province, qu'on lui a donné la plus belle des femmes du monde et qu'on lui a demandé d'en faire une femme Euh, tu parlais du rôle d'Edith Head et de l'impact qu'elle avait eu sur une fille de la province. Euh, moi, attends, j'aimerais revenir sur autre d'accord. chose que j'ai remarqué moi sur les films d'Hitchcock, c'est la notion de malice. Euh, Grace Kelly, c'est quelqu'un qui, je trouve, exprime beaucoup son jeu par le visage, le port de tête notamment, et elle trouve C'est vrai. dans ce côté
de bourgeoise débrouillarde un peu chez Hitchcock, qui finalement est vraiment au miroir de sa vie, hein, comme tu l'as très bien présenté, truc. Et elle a une espèce de malice pardon, dans le jeu qui la rend éminemment intéressante en fait chez Hitchcock, je trouve. Oui, oui, elle est presque mutine, hein. C'est super prépondérant dans La main au collet, je trouve, où là, elle est vraiment dans un... Enfin, il se balance des vannes laisse-moi juste le temps de retrouver le nom, Cary un trou Grant. de mémoire. Cary Grant, merci, voilà. Ils passent presque leur temps à faire attrape-moi, comment on dit, fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis, tu vois. Il y a une espèce de jeu de séduction qui effectivement appuie son côté un peu malicieuse, ouais. Ouais, ouais, c'est tout à fait ça. Et finalement, on a peut-être, je, je ne sais pas si on peut dire ça, mais il y a un petit côté un peu complet en fait. Il a fait éclore tout le talent Hitchcock par là. En fait, il a révélé toutes les facettes de l'actrice. Oui, oui, Je sais oui, pas si c'est t'es d'accord. ce que je soulignais avant que ça coupe. Il y a une vraie évolution entre Le crime était presque parfait, où là, elle est la victime de la machination, et puis dans Fenêtre sur cour, elle va être un peu plus présente, un peu plus imposante à l'écran, et jusqu'à arriver à La main au collet, où là, elle va être complètement une femme forte, en fait, dans le film. Elle rend Oui, plus compte aux hommes, en fait, à la fin de ce triptyque. et à la fin de sa carrière d'une certaine manière, parce que là, enfin la fin de sa carrière, la, la deuxième partie de carrière est justement liée à cette explosion. Elle devient vraiment la star d'Hollywood. Oui, 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 ça va devenir une des étoiles d'Hollywood, comme tu le disais. Absolument, oui. Elle, la stature qu'elle a aujourd'hui, le fait que chacun d'entre nous connaisse ne serait-ce que le nom de Grace Kelly, elle le doit peut-être avant tout à Hitchcock, même s'il y a d'autres chefs-d'œuvre dans sa filmographie, c'est presque indissociable, hein. Ah mais je pense, et je pense qu'on sera d'accord, je sais pas ce que vous en pensez le chat, Hitchcock a façonné ce que l'on voit de Grace Kelly en public, c'est l'image de Grace Kelly, c'est Hitchcock qui l'a façonné. Est-ce que tu as En autre chose? plus, il lui offre... Oui, pardon, excuse-moi. Ouais, j'ai juste rajouté qu'en plus, il lui offre des rôles différents aussi dans le genre de film qu'il instaure. Le crime était presque parfait, c'est un pur film d'enquête hitchcockien où on doit trouver l'astuce. Fenêtre sur cour, c'est là aussi une espèce de polar, mais qui va venir tutoyer des thèmes proches de la paranoïa, ou du voyeurisme et tout ça. Et puis on arrive à La main au collet, qui est presque un modèle du film d'aventure avant l'heure. Je pense que encore aujourd'hui, il y a des cinéastes qui veulent faire du cinéma de divertissement et qui doivent voir La main au collet parce qu'il y a presque tout déjà dedans finalement. Euh, et et c'est voilà, pour moi son image est clairement façonnée par Hitchcock, et même si j'ai pas envie de la réduire à une simple égérie hitchcockienne, c'est clair qu'on ne peut pas citer l'un sans l'autre. Oui. Et si tu me permets, Je te j'avais permets. deux, trois trivia. Dans La main au collet, par exemple, ces robes sont de plus en plus sombres au fur et à mesure du film, en fait. Elles commencent avec des robes aux teintes plus légères, jusqu'à arriver à des choses avec des couleurs un peu plus tranchées. Euh, Pour Fenêtre sur cour, on a James Stewart qui déclarera sur elle qu'elle comprend parfaitement ce que doit être une actrice de cinéma. Et c'est aussi pour Fenêtre sur cour qu'elle va refuser un rôle dans Sur les quais avec Marlon Brando. Et puis, La main au collet, on peut aussi signaler que c'est là qu'elle va faire la rencontre du prince régnier de Monaco. Alors, c'est pas l'amour immédiat, mais il semblerait que le prince régnier soit tombé amoureux notamment de La main au collet, et
qu'il aimait écumer les cinémas de la Côte d'Azur pour revoir le film, d'après ce qui se dit. Mais alors, Eh c'est ben vraiment oui, pas. oui, on a eu la même info. Alors ça reste très secret, évidemment Monaco, mais oui, l'histoire dit que Régnier était un immense fan de La Main au collet et que tous les soirs il faisait la Côte d'Azur pour pouvoir voir le film à sa sortie. Mais Et on reviendra peut-être sur le côté princier plus tard. oui, bien sûr. Et quand même, juste pour faire un clin d'œil un peu morbide, faut quand même souligner que revoir La Main au collet aujourd'hui, c'est enfin, s'exposer à des scènes qui invitent un peu au malaise. Il y a notamment une scène où Grace Kelly conduit à toute vitesse sur une corniche de la Côte d'Azur. Euh, on aurait aimé que ce soit pas une prémonition et malheureusement, on connaît la suite, quoi. Alors, je me permets quand même de préciser que malgré la légende urbaine, la route utilisée dans cette scène n'est pas la route où elle a malheureusement trouvé la mort quelques années plus tard suite à un AVC. Non, non, absolument pas, mais il y a quand même une espèce de sentiment étrange. Une de ces dernières répliques du film, c'est aussi je me suis coincé la robe dans le levier de vitesse. Bon, c'est assez étrange, c'est tragicomique, quoi, en fait, hein. C'est ça. Et je me suis demandé aussi, en revoyant La Main au collet, si Hitchcock n'avait pas fait un petit clin d'œil aux origines de Grace Kelly, donc elle qui était fille d'un fabricant de briques. Dans La Main au collet, elle rentre un peu dans l'art à Cary Grant en lui disant que Cary Grant se fait passer pour un bûcheron de Portland. Et du coup, elle lui rentre un peu dedans en disant que c'est un peu ridicule comme métier, c'est quelque chose de roturier, alors qu'elle-même est fille d'un fabricant de briques. Alors je ne sais pas si Hitchcock a voulu faire un clin d'œil, mais en tout cas c'était assez amusant à noter. Peut-être pour clôturer sur Hitchcock, moi je pense que La Main au collet, peut-être, c'est le film ultime du personnage Grace Kelly. J'insiste bien sur le côté personnage, je détaillerai un peu plus tard, mais l'imaginaire Grace Kelly, pour moi directement je pense à La Main au collet, qui est un grand film Hitchcockien sous-estimé, et tu l'as merveilleusement dit sur tout ce qu'il impacte sur le film d'aventure, mais je pense qu'on devrait voir plus souvent La Main au collet, et qu'il est à tort considéré comme un Hitchcock non majeur, alors que pour moi c'en est un. Ah oui, clairement. Alors là, vraiment, c'est pas ce qu'on a. Comment dire? Ce n'est pas vraiment ce qu'on attend d'Hitchcock, en fait. Quand on parle d'Hitchcock aux gens, ils pensent crime, enquête, élucider. Là, on est vraiment dans un film de divertissement, d'aventure, mais un film d'aventure qui est parfaitement réglé, et qui a un rythme excellent, qui avance des surprises que moi, personnellement, je n'avais pas forcément vu venir tout de suite. Et tout y est, quoi. Voilà, comme je te disais, vraiment, on a l'impression que tous les ingrédients des films d'aventure d'aujourd'hui sont presque déjà présents dans La Main au collet, et je te rejoins totalement, c'est un grand Hitchcock, et c'est un Hitchcock important en plus. Peut-être sur cette image Grace Kelly, j'ai envie d'enchaîner avec un autre film. Alors, si vous me suivez sur Twitter, vous l'avez forcément vu, puisque Ah, je l'ai mis dans à peu près toutes vos mentions depuis des mois. Un rôle complètement à contre-emploi, c'est une fille de la province de George Seaton. Ah, donc ouais, tu sais que je suis pas très objectif sur ce film, mais j'aurais bien aimé avoir ton avis dessus. je vais pas l'être beaucoup plus que toi, parce que je l'ai vu grâce à toi, et franchement, je suis tombé amoureux de ce film, moi aussi, hein. C'est un petit bijou méconnu. Je pensais avoir écumé quand même pas mal le cinéma américain de ces années-là, et là, tout d'un coup, je suis tombé sur cette œuvre complètement à part qui invite à une émotion incroyable, quoi. On passe par tous les sentiments dans le film et dans des extrêmes vraiment éprouvants. Euh, je pense que si un jour tu te plies à l'exercice du questionnaire de l'auteur qu'on ne doit pas citer, le film qui t'arrachera une larme, peut-être que celui-là rentrera dans la discussion. Oui, ou chef-d'œuvre incompris, moi c'est vraiment un film pour lequel j'ai beaucoup de cœur. Alors il a ses défauts peut-être d'écriture, je pense notamment au dernier acte, peut-être qu'il est un peu plus dans des carcans, mais c'est un film euh, qui est merveilleux dans les thématiques qu'il aborde, qui a complet contre-emploi. Personnage de Grace Kelly, de femme rabougrie, j'ai envie de dire d'une certaine manière,
qui tranche vraiment avec la vision Hitchcockienne, accompagnée de son mari Bing Crosby, qui est incroyable dans le film, il faut le dire. Mari alcoolique, ancien des théâtres, William Holden, qui est très bon aussi, Absolument. en vrai faux méchant du film. Euh, et en fait, on revient là-dessus, c'est que George Seaton, plus que la mise en scène, c'est un incroyable directeur d'acteurs. Et Grace Kelly, qui a eu l'Oscar pour ce film, face à, je pense à Audrey Hepburn pour Vacances romaines, si je dis pas de bêtises, cette année-là. Oui, absolument. Moi, Et j'ai, Judy Garland, je crois qu'elle était grande ouais, favori aussi. j'ai, j'ai, je vais pas être objectif du tout, mais je pense que si là, on me demandait dans un questionnaire comme celui de l'auteur dont il faut pas citer le nom, ma performance d'actrice préférée, tous les temps, toutes actrices confondues, je pense que je réponds la performance de Grace Kelly dans ce film tellement elle est bluffante. Enfin moi heureusement que j'ai été assis lorsque j'ai vu ce film parce que je pense que je me serais explosé le coccyx sinon en tombant de ma chaise tellement elle est Euh, et ça contraste. Je sais pas ce que t'en as pensé, mais implicitement on voit Grace Kelly au générique. On arrive à un moment de sa carrière où elle est bien ancrée dans cette image qu'elle a eue notamment grâce à Hitchcock et, euh, et on perd complètement, on passe très rapidement derrière cette image pour découvrir performance absolument sublime. oui, c'est vraiment elle, je trouve, qui porte l'émotion dans le film. Donc bon, il y a le caractère tragique de l'histoire hein, qui joue, mais on sent dès le début du film qu'elle porte une espèce de douleur en elle. Ça se voit sur son visage. Et cette douleur, on va l'expliquer que bien plus tard dans le film. Et pourtant, on sent, dès qu'on la voit, on sent qu'il y a quelque chose qui cloche. On sait que c'est une femme qui a été marquée par quelque chose. Et tu as totalement raison quand tu parles de contre-emploi, c'est que c'est une actrice qu'on a quand même eu l'habitude de voir camper des femmes de la haute société, des milieux assez aisés. Et là, tout d'un coup, on se retrouve devant cette ménagère mal fagotée, quoi, qui est coiffée un peu n'importe comment, qui a l'air un peu possessive. Euh, le plus grand regret que j'ai lorsqu'on parle de Grace Kelly, c'est peut-être justement de ne pas l'avoir vu vieillir au cinéma et de ne pas avoir vu une espèce de maturité qui aurait rejoint ce qu'elle faisait, ce qu'elle proposait dans ce film-là. Ah oui, c'est pour moi je l'ai entendu nombreuses fois sur les réseaux quand on dit les plus grandes actrices de l'histoire. Souvent, les gens me disent Grace Kelly, il n'y a pas sa place, parce qu'il n'y a pas assez de films, parce que trop ancré dans un certain rôle. J'ai envie de dire à ces gens-là, regardez Une fille de la province et vous comprendrez pourquoi Grace Kelly, même si elle n'a pas la filmographie la plus large, même si oui, elle a un type de personnage qui lui colle à la peau, Grace Kelly est une immense actrice. Ah oui, puis il y a un moment, euh, il faut regarder la filmographie dans son entièreté, et je crois qu'elle tourne finalement que sur 5 ou 6 ans, à tout casser, il Sur me 5 ans, semble, hein, sur 5 ans. sur 5 ans. Et sur 5 ans, on trouve Une fille de la province, on trouve 3 Hitchcock qui sont excellents, on trouve Mogambo qui se défend totalement, on trouve Le train sifflera 3 fois et 14 heures. Euh, Au bout d'un moment, quand ton nom est associé à autant de chefs-d'œuvre, faut pas chercher trop loin, hein, c'est que tu es quelqu'un qui a du talent. Oui. Et Une fille de la province, finalement, le rend bien. Elle est bien aidée quand même. On va parler un peu du film. Elle est bien aidée Mm. par Bing Crosby, par William Holden, et ça forme un magnifique trio de cinéma. Oui, d'ailleurs, elle retrouvera Bill Crosby un peu plus tard dans sa carrière. Et Et William Holden aussi, dans Les William Ponts de Holden Covry. aussi, d'ailleurs, tout à fait. Et effectivement, c'est un trio qui est très équilibré dans le film. Il n'y a pas un rôle. Enfin, moi, j'ai du mal à distinguer un rôle principal entre les trois. Pour moi, ils ont une partition égale. Et finalement, l'Oscar qui récompense Grace Kelly, je lui. Enfin, pour moi, William Holden et Bing Crosby ont une part de responsabilité dans le succès, hein, il n'y a aucun doute. Et d'ailleurs, fun fact, c'est William Holden qui lui remet l'Oscar ce jour-là sur la scène. Et voilà, je vous invite, c'est disponible
sur YouTube notamment, William Holden est visiblement très très content que son ami Grace Kelly le gagne. Oui, je sais pas si tu as écouté le discours derrière, qui est assez incroyable. Elle arrive au pupitre et elle dit qu'elle ne saura pas exprimer avec des mots ce qu'elle ressent, donc elle va se contenter de remercier tout le monde et elle s'en va. La grande classe, sachant que sur le tapis rouge, on l'a à peine photographiée parce que personne ne la voyait gagnante. Euh, Elle arrive avec sa grâce, son élégance. Elle dit un peu Hollywood va te faire foutre, merci pour l'Oscar, et elle s'en va. J'ai trouvé ça d'une grande classe en fait. Voilà. Ouais, et puis on prend. Alors il y aura. La main au collet n'est pas encore sortie à ce moment-là. Euh, il y a. Enfin, elle n'est pas sortie au moment où Une fille de la province sort. La main au collet est sortie lorsqu'elle reçoit l'Oscar. Il y a eu L'émeraude tragique et Les ponts de Tokori. On viendra peut-être pas en détail parce que ce sont des films très mineurs qui Oui. n'ont pas forcément un grand intérêt. Euh, mais on sent avec cette cérémonie des Oscars finalement, on retire la capsule et on découvre en fait que derrière les robes d'Edith Head, derrière ce personnage qu'on a, bah, il y a une femme qui est un peu en marge du système en fait, qui se plaît clairement pas à Hollywood. Enfin, Oui, mais elle est loin, on l'a dit tout à l'heure quand on évoquait les canons de beauté de l'époque, elle est loin de rentrer dans cette compétition-là. Non pas qu'elle ne soit pas magnifique, mais en dehors des tournages, elle est d'un naturel et d'une gentillesse, d'après ce que dit quasiment tous les partenaires qu'elle a eus à l'écran, qui font d'elle l'exact opposé d'une diva en fait. Euh, alors, on lui prête pas mal d'histoires amoureuses avec certains acteurs. Bon, ça, c'est le jeu d'Hollywood à l'époque. Toujours est-il que quand on voit Ava Gardner en dehors des plateaux et quand on voit Grace Kelly en dehors des plateaux, on a tout de suite l'impression que Grace Kelly est plus proche de nous. Elle a une chaleur comme ça en elle qui est très communicative. mais elle a ça finalement, elle a ce naturel peut-être qui lui vient de son éducation. Ça c'est vrai que c'est un point qui est très obscur et dont on n'aura jamais la réponse malheureusement. Mais elle est dans son caractère en marge d'Hollywood et déjà à ce moment-là, elle a envie de fuir Hollywood. On le sait, elle aimait beaucoup le théâtre à Broadway. Elle aime pas beaucoup l'esprit d'Hollywood. Elle aime pas beaucoup le maniement de l'image en fait, notamment qu'on fait d'elle grâce à ses succès Hitchcockiens et la rencontre avec Régnier va lui offrir un certain bol d'air parce que est-ce que le mariage avec Régnier est pas aussi une occasion pour Grace Kelly de fuir Hollywood? C'est un peu l'aboutissement de son conte de fées, elle qui part d'une fille de briquetier, comme on disait, et qui se retrouve épouse d'un prince d'Europe. Il y a un côté conte de fées, au moins au début de leur relation, qui est présent. Et je pense qu'effectivement, il y a une forme d'échappatoire. Alors, on fera le reproche dans des journaux pas très intéressants et où il n'y a pas beaucoup de journalistes. On fera le reproche que son mariage avec Régnier est un mariage people qui n'a pas de fond amoureux. Personnellement, j'aurais plutôt tendance à croire que se plier au protocole de Monaco, c'est assez compliqué, mais que le lien qui l'unit à Régnier semble assez sincère et que même si elle va souffrir du fait de ne plus faire de cinéma derrière, elle ne va pas pour autant quitter Régnier. Alors, je pense qu'on est parti pour le petit aparté Princesse de Monaco, mais mais il y a vraiment il y a un côté pour reconstituer l'histoire pour ceux qui ne le savent pas, c'est au cours du festival de Cannes, une rencontre va être organisée entre Grace Kelly et Régnier. Cette rencontre, elle a été faite par Paris Match après qu'on ait fait la remarque à Régnier qui n'a toujours pas de descendance, hein, puisqu'il est il a une dizaine d'années de plus que Grace Kelly, si je dis pas de bêtises. Donc il approche doucement mais sûrement de la quarantaine. On lui fait la remarque qu'il faut qu'il trouve une descendance. Euh, on lui fait remarquer que à ce moment-là, il y a des pressions politiques sur Monaco. Si mes souvenirs sont bons, c'est une époque où notamment le général de Gaulle la France voulait récupérer Monaco. Monaco qui était en perte de vitesse. Et Oui, journaliste dont je n'ai plus le nom, peut-être que tu l'as, qui lui disait pour sauver Monaco, il faudrait que Régnier se marie avec Marilyn Monroe ou Grace Kelly.
Donc, Oui, oui, j'ai vu cette citation passer qui est assez incroyable et je pense que pas mal de rumeurs vont partir de là, hein. Alors que, comme on l'a dit, hein, Régnier écume les cinémas de la Côte d'Azur pour la voir sur grand écran, donc c'est quand même, a priori, qu'il y a quand même un fond de sentiment entre eux. Tu as totalement raison en disant que c'est une période très trouble pour Monaco. En fait, Monaco a peur de la faillite et qui, du coup, propose des exonérations d'impôts aux entreprises françaises qui vont établir leur siège social là-bas. Et la France va carrément menacer Monaco d'embargo économique si jamais il ne reverse pas en impôts à la France sur les entreprises qui s'établissent à Monaco. et ce côté un peu provoqué, c'est vrai, par le Festival de Cannes, par Paris Match qui cherchait un scoop, bah, ça va être l'occasion pour les deux d'avoir un vrai coup de foudre. Et je reprends ce que dit Charlotte dans le chat, il n'y a pas de côté d'anoblissement dans le sens où il se rencontre à Monaco en mai 1955, si je dis pas de bêtises. La rencontre Ouais. se fait, voilà, pour l'anecdote, Régnier arrive avec beaucoup de retard, ce qui fait que la visite complète du palais, Grace Kelly l'a déjà faite en fait, et, euh, et ils vont finir dans le parc à discuter tous les deux. Voilà, c'est des nombreuses anecdotes qu'il y a sur, sur, euh, sur cette rencontre. Et puis ils vont plus se voir en fait pendant 6 mois. Et c'est quelques mois, euh, quelques mois plus tard que Grace Kelly, qui profite d'un voyage américain de Régnier pour l'inviter à fêter Noël dans les Kelly, chez les Kelly, pardon, à Philadelphie. Et là où Régnier va lui demander un peu dans l'intimité de la famille, va la demander un mariage. Mais il y a pas d'accord familial qui se fait. C'est, malgré ce qu'on pense, d'une certaine manière, un mariage d'amour. Et je dis malgré ça parce que ce que Grace Kelly veut fuir à Hollywood, ben, elle va le subir puissance 1000 pour son mariage. Peut-être que tu as des infos en plus là-dessus, toi. Pour le mariage en lui-même, oui, ça va être. Enfin, en regardant les infos, j'ai essayé de me mettre à la place de Grace Kelly. Je ne sais pas comment elle a survécu à cette journée, en fait. À cette semaine D'une même. part, on a cette semaine, oui, en plus ça dure longtemps. Mais d'une part, on a les journaux qui disent que c'est un mariage qui n'a pas de fond sentimental. Donc déjà, on la dépossède de son amour publiquement. En plus, elle doit se plier à tout le protocole royal de Monaco, ce qui est quand même un truc assez balèze à se fader. Et, en plus de ça, la MGM, donc le studio de cinéma, va complètement envahir son mariage. Alors, elle va mettre des costumières à sa disposition, par exemple. Elle va filmer le mariage. Il y a un film du mariage de Grace Kelly qui est filmé par la MGM, où on voit, par exemple, Grace Kelly déambuler dans les couloirs des palais de Monaco en attendant son prince charmant qui viendrait. Donc, finalement, son mariage, on lui vole presque. Elle n'en profite pas comme pourrait en profiter quelqu'un de plus anonyme. Et puis, finalement, c'est peut-être un symbole, cette MGM, cet Hollywood qui est omniprésent. Parce que, voilà, c'est le premier mariage télévisé et tout. Et on profite de ce moyen de la télévision, finalement, qui arrive, ce nouveau média, pour en faire un spectacle à grande échelle. Une, euh, une mise en scène véritable et qui symbolise peut-être le point de rupture auquel est arrivé Hollywood et Grace Kelly, c'est-à-dire l'usine qui était Hollywood, parce qu'on peut le dire, hein, c'était presque une usine à l'époque, euh, tranche véritablement avec le naturel, euh, certaine modestie derrière Grace Kelly. Je pense que, comme toi, alors là, malheureusement, on ne pourra que spéculer, mais comme toi, j'ai l'impression que le mariage, ça a été le point final avec le cinéma. Pas seulement parce que Rémi ne voulait pas tellement qu'elle fasse de cinéma, mais parce que on était arrivé à une espèce de ras-le-bol, en fait, hein. Elle, elle devenait plus esclave qu'indépendante des studios et on sentait bien que ça commençait à la peser. Oui. Euh, pour encore plus exploiter le mariage de Grace Kelly, il me semble
que la main au collet sort le jour du mariage, si je ne dis pas de bêtises. Tu me voles ma transition. Ce n'est pas la main au collet, c'est le signe. Parce que justement, Le signe, pardon. suite aux fiançailles entre les deux, début janvier, enfin, les fiançailles officielles, officialisées début janvier 56, Grace Kelly va rester aux États-Unis quand Régnier va repartir à Monaco, parce qu'il lui reste 2 films à tourner. Euh, il lui reste Le Signe et il lui reste Haute Société où ben, la frontière entre le personnage public et le personnage privé, je trouve, devient de plus en plus floue avec ces 2 films. Ah, complètement. On sent que les studios ont capitalisé sur le conte de fées. Là aussi, il y a, par exemple, dans Le Cygne, il y a des choses assez troublantes. Donc déjà, c'est une princesse, enfin une fille de la noblesse qui cherche absolument à s'attirer les faveurs d'un prince. Forcément, ça fait écho un petit peu à ce qui se passe dans la réalité. En plus, le prince s'appelle le prince Albert, donc le clin d'œil est assez incroyable et assez prémonitoire. Et dans Haute Société, c'est un peu la même chose. Alors j'aurais tendance quand même à voir Haute Société comme une espèce d'adieu à Hollywood. On y retrouve par exemple Bing Crosby qui a fait partie de sa carrière. Ou son ami Frank On, Sinatra qui sera on le parrain impose. d'Albert. Oui, Il faut le préciser. oui. Mais Et on colle aussi Louis Armstrong dans le film, par exemple. On a l'impression qu'Hollywood, pour sa porte de sortie, va lui offrir le plus de choses possibles. Et effectivement, la barrière entre son image publique et ses rôles dans les films devient complètement floue. mais pour revenir un peu sur les 2 films, Le Signe, évidemment, c'est des liens troublants avec ce qui se passe actuellement pour elle, où on y trouve peut-être la Grace Kelly classique dans le jeu. Classique n'est pas du tout de manière galvaudée. Euh, c'est le jeu de Grace Kelly avec toutes les nuances, toute la malice qu'on lui a dit, avec, tu vois, moi tu parlais d'une scène qui arrache les larmes, pour moi, la scène qui me fait pleurer dans la filmographie de Grace Kelly, c'est la scène finale du Cygne, qui m'arrache, Oui, voilà, j'ai les larmes qui montent rien que de repenser à cette scène, je décrirai pas ce qui se passe, mais pour pas spoiler le film, qui est un très bon film au demeurant, qui est très intéressant, alors que Haute Société, il y a une rupture dans le jeu en fait. Elle est pourrait avoir une critique de ceux qui, je pense, n'ont pas compris le film, critique qui ferait d'elle quelqu'un qui surjoue complet, alors que qu'il y a ce jeu de la bourgeoise qui joue de ce monde-là en fait d'un œil très cynique finalement en fait. Haute Société, c'est l'adieu cynique de Grace Kelly à Hollywood, oui, qui se absolument. parodie presque elle-même. Ouais, voilà, moi, j'attribue pas ça à du surjeu. Alors, c'est vrai que c'est pas forcément la Grace Kelly qu'on a eu l'habitude de voir jusqu'à présent. C'est presque une comédie. Elle est pétillante, elle est pleine de vie dedans, alors qu'elle avait tendance à porter des rôles avec une certaine charge émotionnelle. Mais effectivement, moi, j'y ai vu dans Haute Société une caricature de ce qu'est la haute société de l'époque, et c'est presque un film à charge et pas du tout à la gloire de la bourgeoisie américaine de l'époque, hein. Hmm. Ce qui D'ailleurs, le est, film va aller doucement vers une définition de l'amour qui est plus sentimentale que des mariages de noblesse. oui, parce il y a des histoires un peu de divorce, si je dis pas de bêtises, dans le film, qui sont un peu à l'époque un peu Absolument. choquants. Euh, Moi, je trouve un truc très drôle, c'est que Haute Société, c'est un film MGM. Quand on voit ce que la MGM va faire derrière, je trouve que c'est un joli pied de nez ce film, qui est un remake d'un film de George Cukor de 1940, Indiscrétion, avec Katharine Hepburn, Cary Grant et James Stewart au passage. Mais Oui, c'est vrai il y a ce côté de la MGM. Alors d'un côté, on peut y voir un moyen d'exploiter le filon de Grace Kelly jusqu'au dernier moment, mais en même temps, il y a presque une autodérision dans ce film. Euh, Enfin, je ne sais pas si tu as vu la même chose que moi, mais il y a un côté très léger qu'il faut savoir interpréter pour y voir la critique sociale.
Donc voilà, c'est un film, lorsque je lis les critiques un peu d'autres sociétés, souvent, j'ai l'impression que les gens perçoivent pas la sous-couche, en fait, reste un peu en surface sur ce film. Et c'est dommage, par exemple, un film comme Le Cygne, voilà, c'est, pas mentir, c'est deux films que j'aime beaucoup aussi, qui sont très sympas. Alors, je t'ai pas demandé ton avis d'ailleurs sur ces deux films. Euh, Ce sont deux films qui se répondent d'une certaine manière entre le personnage public et le personnage privé. Oui, c'est 2 films que j'ai plutôt appréciés. Alors ce sera pas dans mes préférés de Grace Kelly, mais je trouve que c'est des films solides et en plus je trouve que c'est, une forme d'aboutissement dans sa carrière, puisque là on arrive avec Le Cygne et Haute Société, à, 2 rôles où elle est clairement le rôle principal et les autres sont rôles secondaires. Alors on peut peut-être discuter pour Haute Société, mais c'est quand même elle que je mettrais en avant. Ah non, c'est le personnage Heu, principal. ouais. Et du coup, il y a une forme de finalité dans sa carrière à la voir aboutir à un premier rôle où c'est elle qui domine, elle qui est partie de 5 minutes dans 14 heures, quoi. Il y a 5 ans auparavant. Ouais. Juste 5 ans, ouais, c'est assez incroyable. Et en petit clin d'œil, si ça vous intéresse, la mère de Grace Kelly, l'actrice qui interprète la mère de Grace Kelly dans Le Cygne, c'est Jace Royce Landis, qui incarnait déjà sa mère dans La main au collet. Comme quoi. Est-ce que tu as autre chose? Je crois qu'on a un peu fait le tour et on avance doucement et sûrement sur, sur l'horloge, donc j'aimerais pas ennuyer le chat et on se rapproche doucement de la conclusion. Est-ce que tu as autre chose dont tu voudrais parler de Grace Kelly? Il y a quelque chose dont j'aurais aimé ne pas parler, Antoine, et c'est à cause de toi que je vais devoir le faire, c'est le biopic d'Olivier Dahan, Mais pourquoi tu t'es infligé qui cela? est parce que je suis un pro jusqu'au bout et je savais que tu ne le ferais pas, donc je me suis dit autant que l'un de nous deux se sacrifie. C'est une catastrophe totale. Nicole Kidman essaye de jouer Grace Kelly. Alors, une scène, elle va être dans l'imitation complètement surfaite. Dans une autre scène, elle va être inexpressive au total. C'est exactement l'opposé de ce que j'imagine Grace Kelly. Au début, on a l'impression qu'Olivier Dahan va aller exploiter les décors de la Côte d'Azur. Il le fait 20 minutes et après, il en a plus rien à foutre, c'est juste dans des couloirs, quoi. C'est un film qui est fait vraiment en dilettante, quoi. C'est raté de A à Z. Même Tim Ross, que j'aime beaucoup d'ordinaire, qui joue le prince régnier, est complètement à côté de la plaque. Tous les acteurs sont en roue libre totale, en fait. Et c'est vraiment ne pas lui rendre hommage que de s'infliger ça. Et je vous ordonne dans le chat à ne pas regarder ce film. Et c'est Gérald Daron qui fait les blagues au téléphone XP. Olivier Daron, c'est celui qui a fait La Môme également. Comme quoi les biopics. Et petit truc sympa qui boucle un peu la boucle par rapport à la news de tout à l'heure, c'était ce film avait malheureusement fait l'ouverture du Festival de Cannes en 2014. C'est la seule info que j'ai sur ce film parce que je Absolument. t'avoue que je n'ai pas eu le courage de me l'infliger. Euh, et Mais ne le fais pas, ne le fais pas. Et il faudra me passer sur le corps avant qu'on t'impose ça, je te préviens. Je vous défendrai vous aussi dans le chat. il faudra me passer sur le corps pour que je le regarde. Et Ah pour, ouais, non, mais pour conclure un peu ce portrait, ce brassage de Grace Kelly, j'espère qu'on n'a pas trop ennuyé le chat. Il y a une telle densité de grands films et de chefs-d'œuvre. J'aimerais savoir, est-ce que tu as un film que tu retiens et une performance? Alors, le film et la performance ne sont pas les mêmes. J'aurais tendance à retenir, en termes de film, Fenêtre sur cour, qui pour moi est peut-être l'aboutissement de ce que Hitchcock fait de mieux. Son sens du décor, du surcadrage, cette façon de lire le film à travers la fenêtre des gens comme si on était nous aussi un voyeur. C'est un film qui me fascine et qui réussit toujours à me piéger. Bon, bah, je connais la solution de l'intrigue maintenant, mais je réussis toujours. À chaque fois que je le revois, je me laisse emporter. Je fais comme si je savais pas et ça marche bien, quoi. Mais le rôle dans lequel je retiens plus volontiers Grace Kelly, je pense que c'est le même pour toi et moi, c'est Une fille de la province, où là, c'est une autre facette qu'elle nous offre, et c'est peut-être dans ce film-là que sa palette d'émotions est la plus large, hein.
Ah, c'est dommage parce que j'allais répondre exactement la même chose que toi. Ok, ouais, je vais trouver autre chose par votre animation. Moi, j'aimerais citer, pour compléter, vraiment, pour moi, le meilleur film qu'elle a fait, meilleur film dans l'ensemble, c'est Fenêtre sur cour, la meilleure performance, c'est Une fille de la province. Performance, je l'ai dit, moi, c'est Mogambo qui m'a vraiment scotché. Parce que pour mettre à l'amende, je redis ce que j'ai dit tout à l'heure, mettre à l'amende Clark Gable et Ava Gardner, c'est qu'il faut avoir un sacré talent et un sacré niveau. Et, euh, et en film, bah, j'ai parlé de La main au collet, et je dois dire que je suis un amoureux profond de La main au collet. Regardez La main au collet si c'est pas fait, puis regardez des films de Grace Kelly, hein, parce que globalement, on est sur une densité de qualité probablement inégalée. Ah bah là, si on vous a pas donné envie, les gars, franchement, même moi qui avais vu ses films les plus connus, j'ai épluché sa filmographie sur tes conseils, Antoine, et j'ai vraiment regretté quasiment aucune séance que j'ai vécue avec une grande joie. Et je dirais aussi, pour vous donner envie, que pour moi, Grace Kelly, sa principale qualité, c'est peut-être sa créativité. C'est compliqué quand on parle d'un acteur d'utiliser le mot créativité parce qu'on a tendance à croire que c'est juste des interprètes qui vont réciter un texte. Et elle, de par son jeu, a toujours réussi à donner une dimension supplémentaire à ses personnages. Euh, elle, elle est à la fois au service du script qu'elle a dans les mains et en même temps, elle cherche à lui apporter quelque chose qui vient d'elle. Pour moi, Grace Kelly, c'est ça, c'est de la créativité avant tout. Et je suis d'accord avec toi. Moi, nuance, malice et peut-être spontanéité naturelle aussi, j'aurais rajouté. Oui, Et c'est vrai du, que ce sont des qualités qui lui collent parfaitement. du coup, on a un peu parlé entre nous, mais c'est quoi, vous, votre film préféré avec Grace Kelly, le chat? Et pendant que vous répondez, j'en profite pour répondre à la question de Charlotte. Pourquoi elle n'a plus fait de film alors que Stéphanie a sorti des albums? Parce que Régnier lui a interdit, hein, c'est ce qu'on expliquait plus haut dans l'émission, t'étais peut-être pas là, que Hitchcock, qui était un grand ami de Grace Kelly, lui a proposé le rôle de Marnie, qu'elle aurait voulu jouer, mais que Régnier a refusé en tant que... Voilà, pour la stature de Monaco, il fallait pas. Alors que Stéphanie, ses albums, ben ça arrive après la mort de sa mère, hein. Grace Kelly décède en 1982, en septembre 82, et l'album de Stéphanie Monaco doit sortir 3-4 ans après en fait. Il se dit, alors je laisse le vent de la supposition sur quelque chose que je ne maîtrise pas, mais il se dit, elle qui était présente dans la voiture au moment de l'accident, que elle a aussi fait ça d'une manière un peu thérapeutique pour le deuil, et évidemment son père ne lui a pas interdit du coup. Et Régnier a été assez Je pense qu'on permissif. est quand même à peu près, Oui, pardon, on est quand même excuse-moi. à peu près tous d'accord pour dire qu'on aurait aimé voir Grace Kelly faire plus de films et sa fille ne pas faire de disques. Oui, je pense là-dessus qu'on est assez d'accord. Faut rappeler aussi que Albert, par exemple, a fait plusieurs fois les Jeux Olympiques, ce qui est assez drôle, puisque j'en profite, on l'a pas dit, mais le père de Grace Kelly est triple médaillé olympique en aviron, aux Jeux de Paris en 1920 et aux Jeux d'Anvers en 1924. C'était le petit point sportif. Ah bah j'avais pas cette info. Voilà, Incroyable. triple médaillé olympique. Et son frère, Je- John Junior, a aussi fait de l'aviron à un sacré niveau. J'avais bien en tête l'image du prince Albert en train de pousser son bobsleigh, mais j'avoue que pour l'ascendance de Grace Kelly, je n'étais pas au courant. Voilà. Euh, Eh ben, excusez, ça fait déjà quasiment 2 heures. Hop là. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Parce qu'on va passer au quiz. Je vais être sûr que le chat soit avec nous. Le chat, c'est le moment de me ridiculiser. Voilà. Le petit quiz qui, on se, on se souviendra, a vu une égalité la semaine dernière opposant Thomas comment, au chat. Parce que vous avez tous été très bons, notamment toi, Spike. Je suis expert en avis halluciné, moi. Voilà. Et du coup, je vous propose de jouer évidemment avec des films de Grace Kelly. Et la première manche, je voulais prendre des avis sur un film. Et je me suis dit, Allociné, bon, c'est simple. Et j'ai pas trouvé beaucoup d'avis, j'avoue, sur le film que j'avais sélectionné. Du coup, je suis allé
sur Letterboxd et j'en ai trouvé quelques marrantes. On a Decomposed qui a dit le 9 janvier 2020 Mama, just because a movie is creepy doesn't make it a bad film. Me, how dare you? Est-ce que quelqu'un a une idée? C'est volontairement très... Tu peux répéter le début, s'il te plaît. Mama, point, just because a movie is creepy doesn't make it a bad film. J'imagine que si l'internet coupe en plus avec mon accent effroyable, vous n'avez pas dû comprendre grand-chose. Bon, je vais repasser quand même sur des critiques en français. Il y a Kinophile qui nous dit sur Allociné le 14 septembre 2012, la date va un peu moins aider cette fois-ci, qui met 1 étoile sur 5, film mollasson, mièvre, scénario insignifiant, dialogue insipide, aucun suspense, aucun humour, jeu d'acteur indigent. Le réalisateur est sous le charme de glaçons de Grace Kelly et filme paresseusement les décors comme une carte postale de pacotille, digne des documentaires. Eh ben, c'est La main au collet. Exact. Bien joué. Qui dit la Côte d'Azur comme une carte postale de pacotille digne des documentaires sur les plus beaux villages de France. Je sais pas ce que c'est un cinéphile, mais je sais qu'il y en a qui le sont pas des fois. Voilà, et tu as trouvé assez vite pour éviter que je te lise la critique de Sonia qui explique que Hitchcock est très surestimé et qu'il est le maître du suspense autant qu'elle est pape. C'était très drôle. Oh là là. Voilà, on lit de ces trucs sur Allociné. Et je pense qu'avec le thème de la semaine prochaine, John Carpenter avec Grey, on va se marrer, je sens. J'ai pas encore sélectionné les critiques, mais je sens que je vais me taper des bonnes barres de rire. Deuxième manche, devinez le film par la fiche technique. Eh ben, j'ai envie de dire, c'est un film dont les costumes sont faits par Edith Head. Alors, on disait que les costumes étaient importants, il faut citer... Ça ne t'aide pas. Head. Voilà, le montage est d'Ellsworth Hoagland. La photographie de John F. Warren. C'est pas la fille de la province 2-0 pour Spike qui est très très bon. Alors le chat, qu'est-ce qui se passe là? Est-ce que vous voulez jouer la troisième manche quand même, le résumé foireux? Ah oui. Ah oui? Pour la beauté de la chose. Greg qui a trouvé une fille de la province, mais malheureusement un poil trop tard. Il l'a peut-être trouvé avant moi, mais avec le décalage. Ouais, c'est pour ça, hein, je considère que si votre réponse arrive 10 secondes après que j'ai entendu Spike, le point va au chat, on est d'accord? Oui, du fait du décalage. Pas de problème. J'essaierai de régler ça. Surtout ce gentil Grey Pigeon. Voilà. Qui lui par contre sera d'accord que probablement que le décalage aille dans son sens la semaine prochaine. Alors pour le résumé foireux, faut que vous m'aidiez. Oui, t'as raison, XP, on va faire un point pour les deux. Voilà, comme ça met un peu de suspense pour la dernière manche. Pour la dernière manche, c'est un film que j'ai vu très longtemps, je m'en souviens vaguement. Je crois que c'était en ville. Enfin, je suis pas sûr quand même. Hein. C'est Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je pense c'est bien, c'est que j'ai pas besoin d'écrire les résumés foireux avec toi parce qu'une phrase suffit. Ah, c'est le Onville qui m'a... Ah ouais, là... Non, malheureusement ce n'est pas Inoun, c'est... Mais ça aurait pu, c'est vrai, mais après, c'est vrai que en ville, pour décrire un film, faut être très bon. Et ça aurait pu être Le Train sifflant 3 fois, j'ai hésité, mais non, c'était Fenêtre sur cour. En tout cas, je vois que j'ai ratatiné le chat, hein, qu'est-ce que je te dise, moi. Voilà, Bah, il faudra que tu réussisses la semaine prochaine. Puisque la semaine... sur Carpenter, je me défends. Ah là. Et puis, je vais pas le rater, cet apéro, je te le dis. Voilà, et la semaine prochaine, exceptionnellement, on est le mercredi parce qu'aujourd'hui, on a oublié qu'il y avait le match.
Voilà, on est un peu moins que la semaine dernière, je pense, en partie à cause du match. La semaine prochaine, on décale, on fait pas le mardi exceptionnellement pour vous laisser regarder France-Allemagne les footeux, et on se retrouvera mercredi prochain à 21h15 avec Grey Pigeon pour plonger dans l'antre du génie John Carpenter. Profitez bien de la semaine John Carpenter sur Arte, hein, il y avait déjà un beau programme hier, et on en parlera, je pense, avec autant de passion qu'on a pu parler de Grace Kelly avec toi, Spike, ce soir. Ouais, je serais fidèle au poste. C'est un réalisateur que j'aime beaucoup aussi. Et Et je suis sûr que Gray sera aussi bon que moi, contrairement à ce qu'il dit. je n'en doute pas. Je tiens à te remercier chaleureusement, euh, Spike, pour ces 2 heures quasiment, hein, l'apéro qui est un format censé durer 1 heure. On en a fait 2 ce soir. C'est absolument passionnant de t'écouter parler de cette actrice. Je te remercie Ah, chaleureusement. je te remercie. Et pour ceux qui le souhaitent, on rappelle que vous pouvez retrouver Spike dans ses très beaux écrits, notamment des films de Grace Kelly, sur le site Les Réfracteurs, c'est ça. Vous venez de bouger, vous passez chez WordPress, je crois. C'est ça, maintenant vous pouvez nous voir sur l'adresse lesrefracteurs.fr. On essaie de publier un petit peu tous les jours, puis voilà, des fois c'est des chroniques de ce qu'on a vu, des fois on a la chance de voir des avant-premières. On aimerait bien développer un peu l'équipe aussi, donc si vous aimez écrire, n'hésitez pas à me faire signe. Et puis du coup, si tu me permets, bah, je fais un gros bisou à Yamaneko et à Oracle qui tiennent le site avec moi. Alors c'est beaucoup moi qui ai écrit, mais sans eux, on n'en serait vraiment pas là. Et je leur remercie infiniment pour leurs quelques écrits et pour leur soutien total. Eh ben, merci à eux deux pour nous avoir fait découvrir ce grand fan de Grace Kelly. Peut-être pour finir, t'as peut-être un film comme ça, une découverte récente que t'aimerais conseiller au chat? Peut-être hors sujet, pas forcément sur Grace Hum, Kelly. hum, J'avoue avoir aimé Mandibule, mais je sais que mon avis ne fera pas l'unanimité. Je vais peut-être aller sur The Phaser, que j'avais vu en préparant les Oscars. Et j'avoue que j'ai été complètement stupéfait par Anthony Hopkins, que je n'apprécie pas spécialement d'habitude, et qui là vampirise totalement le film. Le montage est d'une intelligence rare. C'est vraiment un film qui nous enlève tous nos repères. Donc si vous avez l'occasion d'aller au cinéma, n'hésitez pas à jeter un œil sur The Phaser. Eh ben, je te remercie. Je remercie à ceux qui étaient dans le chat ce soir. C'était un véritable plaisir. Je fais un petit remerciement spécial à ma box internet qui nous a laissé beaucoup plus tranquille que la semaine dernière. Et je vous souhaite une agréable nuit, une agréable soirée. J'essaierai de poster l'émission dans la semaine sur YouTube. Si ce n'est pas déjà le cas, rejoignez-nous sur le Discord. Normalement, le lien est sur la chaîne Twitch. Et, euh, et je vous mettrai sur Discord, je vous mettrai le lien du replay lorsque ça sortira. Merci à tous, puis une agréable soirée, puis à la semaine prochaine. Salut tout le monde, Salut, merci à toi pour l'invite, à bientôt. à bientôt.